Effectivement, c'est une voie de recherche assez fascinante, cette nouvelle approche, et puis qui fait vraiment sens, moi je trouve, cliniquement, avec nos patientes. Vous avez quand même cette notion, cette notion de plaisir à maigrir, cette notion de plaisir du contrôle, cette notion de plaisir du jeûne, qui est extrêmement importante et qu'on n'abordait pas du tout. Et ces hypothèses, elles ont quand même le mérite de repasser ça au centre de la prise en charge. Et moi, je vois pas comment on peut soigner en psychothérapie des jeunes filles souffrant d'anorexie sans aborder cette notion d'abandon, de faire le deuil de tous ces comportements-là. Donc merci encore pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, je vais peut-être en poser une pour lancer Vous parliez des thérapies de pleine conscience là, à la fin, oui. Pour essayer de centrer ça. Oui. Alors, comme ça, moi, l'impression que j'aurais, c'est est-ce qu'il faut, enfin, en voyant ces travaux, je me dis, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse comme en addicto, quoi? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on utilise nos thérapies? Ne faudrait-il pas qu'on utilise les thérapies qu'on utilise en addictologie chez nos patientes, et notamment tout ce qui est thérapie, comment dire, de gestion des émotions? Est-ce que ça pourrait pas se traiter? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce qui a vraiment mis la puce à l'oreille, c'était par rapport au TCC au premier. C'est que vraiment, c'est une des techniques de prise en charge qui est la plus efficace, comme pour les addictions classiques. Donc, par rapport à la pleine conscience, c'est en expérience que c'est en train d'être fait. Donc, les résultats peut-être seront communiqués au cours de l'année. Mais je vous rejoins concernant les thérapies spécifiques aux addictions, et ce serait justement un projet d'application pour quelques malades anorexiques ici à Béjaïa et voir un peu le résultat. Allez-y. Tu as à juste titre évoqué cette notion de plaisir, de maigrir. Et tu as lié cela, le problème de l'anorexie à l'addiction. C'est dans le sens d'une piste à explorer. Oui, bien sûr. Oui. On sait très bien que dans les comportements addictifs, c'est moins le plaisir que le désir qui est impliqué. Le système de récompense, il est plutôt dans le désir. Plus dans le désir que dans le plaisir. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as l'impression que c'est le cas pour l'anorexie mentale? Ce ne serait pas le cas pour l'anorexie mentale. Plutôt que le plaisir de maigrir, est-ce que ce n'est pas le désir, l'incentive, je ne sais plus comment on appelle ça, le nom en anglais m'échappe. Oui, justement, c'est dans cette optique-là que nous devrons recentrer nos approches par rapport au désir de maigrir. Il faut essayer un peu de se dire que peut-être que s'il n'y a pas de réel traitement efficace, c'est peut-être parce qu'on prend mal en charge ces patientes. Et recentrer nos efforts dans une dimension addictive. Je ne sais pas si j'ai pu me faire comprendre. Peut-être pour compléter la réponse, si vous permettez, il y a effectivement des données, et notamment dans les études de Fladung que vous citez d'imagerie fonctionnelle, où outre l'aspect, on montre par exemple donc, des patientes accordées Nutri à différentes personnes, et on voit que chez les patientes souffrant d'anorexie mentale restrictive, il y a ce que vous avez montré, une activation de tous ces circuits de récompense. Alors il y a dans une de ces sous-études, elle montre aussi qu'on leur demandait également, imaginez-vous avec ce corps-là, donc on a le corps décharné, c'est qu'est-ce que ça vous fait de le ressentir, et puis après imaginez-vous avec ce corps-là. Et alors là, il y a une explosion encore plus importante de la récompense, c'est-à-dire que là où chez quelqu'un qui n'a pas de trouble alimentaire, pas d'anorexie, ça fait rien de s'imaginer avec ce rien de plus, là ça active encore plus le système de récompense. Donc effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Juste une petite interrogation et peut-être une inquiétude. Est-ce que ce genre d'approche ne pourrait pas conduire à un réductionnisme d'une question aussi difficile? Il n'y a pas plus psychologique,
relationnelle et sociale que le comportement alimentaire et culturel aussi, et l'image du corps. Et il obéit vraiment à des constructions sociales. Est-ce que le fait de dire que c'est un trouble de la personne, dans la personne, ne va pas conduire peut-être à des dérives sur le plan de l'approche et de l'approche thérapeutique également? Alors, si vous permettez, je vais juste retracer un exemple. Comme vous parlez de dimension sociale. Donc, aux îles Fidji, avant l'introduction de tout ce qui est télévision occidentale, l'un des attraits de beauté était les femmes fortes. Chez nous aussi, oui. Donc, oui. Et ça continue. Oui. Mais disons que depuis l'introduction des standards occidentaux, il y a eu des cas d'anorexie aux îles Fidji, alors qu'ils n'ont jamais connu ça auparavant. On reprend aussi l'histoire des anorexies qui sont véhiculées comme une image positive lors de défilés de mode, au point où... Pardon ? Oui, donc des images d'anorexiques qui défilaient lors de grands défilés d'Italie ou de France, au point où il y a eu un projet de loi pour interdire tout mannequin qui avait un IMC inférieur à 18, je crois. Voilà. De justement défiler lors de... Donc oui, je rejoins votre réflexion. Voilà. C'est vrai, pour rejoindre un peu ce que disait Idriss Terranti, c'est qu'on met de côté complètement la souffrance des enfants. Quand ils arrivent au stade d'anorexie, si on regarde l'histoire personnelle, la trajectoire de vie, elle est émaillée de plein d'événements traumatisants. Si on s'accroche à dire qu'elle s'approche d'addiction, c'est comme si on a mis abstraction à toute cette histoire antérieure. Et pratiquement tous les enfants qui souffrent d'anorexie, on trouve énormément d'événements stressants et traumatisants. Et je crois que c'est une vision, comme je rejoins un peu plus, il faut qu'elle soit globale, qu'elle ne soit pas limitée à un système récompense, image du corps, plutôt à un niveau juste neurobiologique. Je crois qu'il faut tenir compte un peu de cet aspect. Enfin, c'est juste non, c'est-à-dire ne pas restreindre ça à une image, oui, je suis tout à fait d'accord, mais qu'il faut y penser aussi. Voilà, dans la prise en charge, peut-être que avoir une approche anti-addictive pourrait davantage améliorer la rémission ou éviter des rechutes. Peut-être pour compléter la réponse, je crois qu'il faut partir il y a deux constats. D'abord, évidemment, tout le monde pense que l'anorexie est multifactorielle, et je crois que même ces modèles, que ce soit la récompense, le microbiote, tout ce que vous voulez, sont des modèles qui sont peuvent sûrement expliquer une partie de l'anorexie, mais ça s'intègre dans quelque chose de plus large. Après, pourquoi faire toutes ces hypothèses physiopathologiques? On part d'un constat quand même simple, c'est que vous avez actuellement assez peu de traitements totalement efficaces ou complètement efficaces dans l'anorexie. En tout cas, on peut faire mieux sur les traitements, et que si on veut faire mieux, il faut essayer de mieux comprendre la physiopathologie, sachant qu'après la question c'est est-ce qu'on n'est pas tautologique, c'est-à-dire que est-ce que l'anorexie c'est une entité homogène? Probablement pas, mais en tout cas on a besoin de mieux phénotyper les choses et de mieux caractériser les choses au point de vue sociologique, mais aussi au point de vue neurobiologique, si on veut essayer de pouvoir avancer. Je pense que c'est ça l'intérêt de ces approches, c'est d'essayer de justement essayer de rapprocher, de mieux caractériser les choses. Après, cette approche, comme le microbiote, comme n'importe quoi, n'est sûrement pas une seule explication. Je ne pense pas qu'on puisse être sur une utilisation monothématique, effectivement. Non, c'était pas le but de restreindre ça à une seule dimension. Oui. Mais c'est-à-dire que c'est une piste qu'il faut explorer aussi. Mais alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Mais alors, tout ce que vous venez de nous dire là sur l'anorexie mentale, qu'est-ce qu'on fait des anciennes théories? Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à faire mes études de psychiatrie, on m'avait dit que l'anorexie mentale, par certains aspects, avait des proximités ou une proximité avec la psychose. Qu'est-ce qu'on fait de
de cette façon de regarder l'anorexie mentale. Parce que là, on a l'impression qu'on est complètement sorti de cette idée-là. Alors que le comportement de certains anorectiques nous rappelle vraiment le délire, quoi, d'une certaine façon. Encore que je sais bien que le délire, sur le plan neurobiologique, a des liens étroits avec le système de récompense et la dopamine, hein, puisqu'il s'agit de dopamine. Mais quand même, enfin, moi, ça me perturbe qu'on change du tout au tout, quoi, d'une certaine façon. C'est pas pour négliger tout ce qui a été dit sur l'anorexie, sur le plan donc psychotique ou autre, mais je dis juste qu'il faut s'orienter davantage vers cette piste-là, sans pour autant remettre en cause tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est pas le but. D'ailleurs, quand vous dites par rapport aux addictions, il y a des psychoses post-toxiques qu'on connaît très bien. Donc c'est pas pour faire un refus ou un déni de toute autre approche. On va prendre donc les 2 dernières questions, puis après, ça suscite un débat, on pourra en discuter à la pause. Donc on prend 2 questions, monsieur et madame, et puis après on passera à l'intervention suivante. Bonjour, docteur Rejdal, généraliste. On voudrait quand même apporter une petite touche avec nos amis les psychiatres, juste pour lui poser une question d'ordre général, donc à propos de tous ces troubles du comportement alimentaire, des obésités, de l'anorexie, etc. Notre vision à nous, en tant que généraliste, c'est bien sûr de faire un bon examen clinique, de demander un examen biologique standard, et nos habitudes, je ne sais pas, je crois qu'on peut continuer à le faire, c'est d'orienter le patient d'abord chez un endocrinologue, troubles hormonaux, etc., avant d'envoyer le patient chez le psychiatre. De toute façon, le psychiatre, il faut toujours écarter une organicité avant d'aller chez le psychiatre. Voilà, c'est ma question. Alors, apparemment, ça va être discuté juste après par le docteur Anachi, donc qui est pas endocrinologue mais nutritionniste. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire, mais ce sera repris en tout cas dans l'intervention suivante. Oui, bien sûr. De toute façon, dans notre pratique, c'est d'éliminer une organicité avant toute prise en charge psychiatrique. Ça, c'est un fait indéniable. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut s'orienter aussi sur l'apport de l'endocrinologie concernant le glucagon, l'importance de la responsabilité du glucagon dans l'intrication avec le système de récompense. Alors, moi, je voulais juste... j'ai plusieurs choses à dire, en fait. Par rapport à l'anorexie, je me demande, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a en réalité un désir de vide, en fait, un désir de vide qui se concrétise en une sorte d'addiction à la faim. Voilà une idée à laquelle votre approche addictive de l'anorexie me fait penser. J'aimerais aussi signaler que le désir de maigrir, le désir de contrôle sont aussi extrêmement présents dans les cas de boulimie nerveuse. Donc on ne peut pas réduire l'approche addictive des TCA à l'anorexie, mais bien la boulimie nerveuse qui on peut dire que dans le cas de la boulimie nerveuse, l'addiction peut ensuite dériver vers une addiction à la compulsion alimentaire, puis même une addiction à la purge, quelle que soit la purge, que ce soit du sport, que ce soit les vomissements, et même le jeûne, parce qu'il y a aussi la compulsion, il y a aussi le, comment on dit, purging, mais par le sport, en fait, par la dépense, voilà. Et par rapport à la recherche que vous citez des îles Fidji, en réalité, il y avait déjà quelques petits cas d'anorexie mentale avant l'introduction de la télévision, ce qui est normal, étant donné que, voilà, je veux dire, on connaît bien les saintes du Moyen-Âge qui avaient aussi des anorexies, mais c'était plus un ascétisme mystique, religieux. Mais dans les îles Fidji, effectivement, il y a eu plus d'anorexie après l'introduction de la télévision, mais il y a surtout eu un phénomène qui n'existait pas avant, c'était la boulimie nerveuse. Donc,
on peut se poser la question de la boulimie nerveuse qui est en fait le désir, l'idéal de la boulimique, c'est en réalité l'anorexie. Mais c'est une incapacité à atteindre ce but anorexique, par exemple pour des raisons de personnalité, une certaine compulsion, une certaine compulsivité, qui les amène à avoir des dérapages de compulsion alimentaire. Et on peut aussi parler de la société de consommation qui pousse à consommer toujours plus, mais à côté à contrôler toujours plus. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. C'était pas pour évincer la boulimie par rapport à ce travail, c'était juste par rapport à l'étude du professeur Gorwood. C'est pour ça que je me suis un peu concentré sur l'anorexie restrictive. Mais je rejoins vos dires. Et par rapport au côté religieux, c'est qu'il ne faut pas mélanger les choses. Quand c'est un but religieux, c'est quelque chose, mais si c'est un but purement d'origine psychologique, c'est autre chose. D'ailleurs, l'une des premières anorexies qui a été répertoriée était justement une nonne... Sainte Catherine de Sienne. Sainte Catherine, voilà. Mais ça, c'était un but religieux. C'était pas un but purement d'origine psychologique. Enfin, pas but, mais disons cause. Voilà. Merci, on va devoir passer. Merci encore pour votre intervention. Donc maintenant, nous allons passer à l'intervention du docteur Mouna.